Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, je vais m'adresser avec notre chroniqueur Julien Mattern qui va nous parler un petit peu de ce qu'est le manga, dont le mot désigne une bande dessinée japonaise, mais aussi parfois une bande dessinée non japonaise qui respecte les codes de production populaire japonaise. Et si on vous disait qu'un livre peut se lire à l'envers et non pas à l'endroit, et si on parle de lire à l'envers, donc on peut parler de manga et non pas d'anime japonais, et c'est ça qu'on va parler avec mon ami Julien aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour Christophe. Alors, est-ce que j'étais dans le champ en disant qu'on va parler de comment lire à l'envers? Oui et non, dépendamment de la maison d'édition qui va reprendre le titre, mais effectivement, si on s'en tient à la tradition, on va lire à l'envers un peu, oui. Donc, on parle de manga aujourd'hui. Oui, monsieur. Juste pour commencer, tantôt, on se parlait, est-ce on fait la distinction entre l'anime japonais et le manga. Puis je pense que c'est bien de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, j'ai vu un bon manga à TV hier. » C'est pas vraiment la même affaire qu'on va parler là. La terminologie, c'est le même style si on se considère par rapport à nous autres occidentaux, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a pris le terme japonais pour l'américaniser ou le franciser un peu. La différence majeure, en fond, c'est que l'anime ou la japanimation va être la version télé d'une œuvre, tandis que le manga, la version papier, le comique, la bande dessinée va être le manga. Donc, on parle comique japonais. Oui, en gros, c'est ça. Alors, allons-y. Donc, le manga, on en a depuis, je pense, les années 90 ici que la popularité a commencé à monter. En Europe, depuis beaucoup plus longtemps. Pour nos auditeurs qui sont peut-être en France, on va parler des années 70 à 80 avec Albator et compagnie. Le manga est un genre qui s'est développé comme dans sa forme actuelle, qui s'est développé plus dans l'après-guerre suite à l'occupation américaine du Japon. Par contre, c'est un style qui remonte à beaucoup plus loin, parce que si on prend le terme manga en japonais, en gros, ça veut dire image, laissez-moi, c'est quoi le deuxième mot? C'est... Dans le fond, le manga réfère à tout ce qui est bande dessinée au Japon. Tout ce qui peut être cartoon comics. C'est qu'un japonais, tu vas lui dire manga, il peut aussi moins pointer Superman que Dragon Ball. OK. Donc, pour lui, même le comic book américain, il considère un manga. C'est ça. Okay. Parce que ça veut dire image... il y a un terme, je pense, en gros, ça veut dire c'est comme des images mouvantes, des images qui bougent. C'est ça, en gros, l'idée derrière le terme manga au Japon, qui est la mise en commun de 2 mots. OK. Là-bas. Dans le fond, le manga date probablement plus du 18e siècle même, et bien avant, parce qu'on parle beaucoup de gravures ou d'estampes qui étaient faites par les anciens japonais avant l'arrivée des Occidentaux. Après ça, c'est devenu, avant l'avant-guerre, c'était plus des recueils de dessins.
qu'on avait, qui pouvaient être des caricatures, qui pouvaient être des dessins, tout simplement des dessins artistiques. Un peu comme les strips qu'on a dans même moins dans les journaux. C'est encore plus simple que ça, parce que oui, du strip, on en a, c'est un style qu'on appelle le Slice of Life, qui se fait beaucoup au Japon. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent One Punch Man, c'est tiré d'un strip, justement. Okay. Par contre, le manga en tant que tel, comme on le connaît actuellement, est arrivé un peu plus dans l'après-guerre avec l'arrivée des GI américains. Eux ont apporté le comic book et Disney aux Japonais. Donc, des gars comme Tezuka, qu'on considère comme pas le père du manga, on pourrait dire quasiment le père du manga moderne avec Astro Boy, ce qui est aussi Kimba le Lion, des trucs comme ça. Lui était un grand fan de Disney. Et c'est à partir de ce moment-là c'est que le manga est devenu plus un art, passé d'un art d'estampe à un art, je dirais, plus qu'on connaît actuellement de BD. La raison pourquoi c'est fait à l'envers, entre guillemets, de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est parce que les Japonais lisent de droite à gauche. OK. Donc ils commencent par la fin puis ils finissent par le début. C'est simplement culturel. C'est par rapport à leur façon d'écrire. Donc, ça n'a rien à voir avec le style en particulier. C'est simplement... sinon, ils seraient incapables de le lire. OK. Je sais qu'au début, beaucoup de compagnies européennes et américaines avaient décidé d'inverser les impressions. Par contre, avec la popularité grandissante, puis un peu que comme dans tout, il y a des puristes. Donc, pour plaire aux puristes, on s'est mis à publier comme le sens japonais. Tu vois, c'était beaucoup plus économique aussi de le faire. Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin de refaire la mise en page. Ça, de refaire la mise en page en conséquence et de virer toutes les pages à l'envers pour que ça fitte. Okay. Donc, c'est un peu la raison pour qu'on parle de lire de droite à gauche en ce moment. OK. Mettons un exemple, quelqu'un qui veut commencer dans le domaine du manga. Qu'est-ce qui serait plus facile pour lui de lire, pour commencer? Parce qu'on s'entend que, si je ne me trompe pas, tu as des chaînes de manga, là, que c'est des volumes 5 quelques et ainsi de suite. Là. Parce que la force, je dirais, et peut-être aussi la faiblesse du manga, du fait que c'est beaucoup des histoires, c'est la tradition japonaise un peu, puis ça tient un peu de la BD européenne, c'est qu'on a un auteur pour un titre. Contrairement aux Américains qui ont des contrats, on fait Batman, mettons chez DC, on va engager un auteur pour faire 10 volumes, après ces 10 volumes, ciao bye, Batman appartient toujours à DC Comics, et c'est ça qui est ça. C'est que les mangaka, eux autres, ont des contrats qui vont faire une BD jusqu'à ce que mort s'en suive presque, avec leur équipe. Donc, c'est très rare de voir une BD survivre à son créateur, déjà, à moins qu'il ait un assistant très proche à qui il ait légué la création. Mais on a plusieurs types dans le manga. Parce que, dans le fond, comme je dis, le manga, pour les Japonais, englobe toute la bande dessinée. Donc, on va avoir des titres... Tout le monde, en fait, pour mettre ça dans le contexte, tout le monde lit du manga au Japon. C'est pas un peu comme ici où c'est qu'on est, on va dire, entre guillemets, une gang de weirdos qui trippent sur le manga. C'est vraiment tout public. Mais je suppose que c'est un peu comme le comic book américain. Oui, mais encore plus, parce que là-bas, les mangas vont être publiés sous forme de magazine, avec un chapitre par mois de votre manga favori. Un peu comme les Tintins, les Spirou, c'est ça, de l'époque. Ouais. Où c'est que les gens vont, mettons, les adultes, moi, je veux lire un manga sur le vin. Ben, il y en a. Moi, je veux lire un manga policier. Il y en a. De la science-fiction, oui. Nous, on est beaucoup plus, parce que le marché canadien, américain et européen est beaucoup plus niche. On a beaucoup de science-fiction. On a beaucoup de shonen qu'on appelle, qui sont les mangas pour garçons. Vous savez qu'on voit les Dragon Ball, les Naruto, les classiques genre on se tape sur la gueule, on vient dans le fort avec nos copains. Les Pokémon, qui est un peu dans la même lignée que le shonen. Le shoujo, qui est l'histoire romantique, qui est beaucoup plus dirigé vers les filles. Vous allez voir les seinen, qui sont des mangas pour adultes, mais ça englobe encore beaucoup de choses, parce que oui, dans les pour adultes, tu as l'horreur, tu as le policier, t'as le manga sur le vin. OK. Donc, ils vont aller autant dans le dramatique que dans le comique. Dans le cyberpunk, on a beaucoup. Le cyberpunk est très présent au Japon. On a vu avec Ghost in the Shell une regain de popularité à cause du film dernièrement, mais qui est une des premières séries qui a ouvert la porte avec Akira au début des années 90 pour le manga en Amérique du Nord, qui a réouvert la porte parce que c'est toujours cyclique. On l'a vu souvent. Comme nous, au Canada, on a connu les petits castors, les trucs comme ça, les discars. C'est disparu dans quelques années, c'est revenu. C'est un phénomène de mode, mais qui trouve un noyau assez solide pour perdurer actuellement. Il y a beaucoup de compagnies qui ont arrêté d'en faire dernièrement ou qui en vendent moins. Mais on est dans un élément qui est là pour durer. D'après moi, ce n'est pas un phénomène de mode actuellement. OK. Je vais revenir à quelque chose que tu as parlé tantôt, parce que tantôt, on parlait de la différence ou la distinction entre l'animé japonais et le manga. Là, tantôt, on parlait d'Albator, on parlait de Goldorak, on parlait du Petit Castor, on peut parler de Demetan et tout ça. Ça, c'est de l'animé. Mais est-ce que c'est des animés qui ont été créés à partir
de manga ou c'est des mangas qui ont été faits à partir de l'animé? Ceux-ci, généralement, c'est un peu comme la littérature. L'animé est fait à partir du manga. Comme Naruto, Dragon Ball, les mangas étaient sortis bien avant. Ce qui est un problème souvent parce que souvent les séries télé rattrapent le matériel source, donc on tombe dans les fillers, en guillemets. Comme pourquoi que Rogue One est un filler de Star Wars, c'est un peu le même principe. On fait ce qu'on a, le peu d'histoire qu'on a, on remplit un trou qui n'était pas le manga, puis on essaie de faire quelque chose avec. Dragon Ball a beaucoup souffert de ça. On se rappelle, pour ceux qui ont lu Dragon Ball, se rappelle que le combat entre Freezer et Goku dure dans le manga 2 volumes et pas une saison complète dans l'animé parce qu'ils avaient simplement rattrapé le matériel source. Mais généralement, je dirais à 95% du temps, le manga est venu avant. Dans le fond, c'est les ventes du manga qui vont intéresser les studios. Par contre, dans certains cas où l'animé est tellement populaire qu'il est une idée originale, c'est sûr et certain que l'industrie du manga va avoir sa part de gâteau parce que c'est un marché, comme je dis, au Japon qui est tout allé, donc tout le monde lit du manga. Souvent dans le métro, maintenant vous prenez-vous au Japon, vous allez fouiller les poubelles, vous en trouvez des mangas. Les gens les gardent même pas, ils les jettent. D'ailleurs, le papier qu'on a ici, l'impression, la qualité de volume qu'on a ici, c'est pas du tout ce qu'on va voir au Japon. Ça ressemble plus à des Archie qu'on achète à 2$ au Japon. D'ailleurs, c'est pratiquement le prix. Donc, à ce moment-là, ce que tu me dis, c'est qu'un manga, là-bas, est comme notre comic book ici. C'est ça. C'est exactement la même façon, le même format de page. Non, c'est plus petit. On est sur le format qu'on a ici. Donc, c'est le même format qu'on a présentement, nous, en librairie. Le papier est beaucoup moins bonne. C'est en fait pour être acheté et jeté, là, pratiquement. Le monde est là sur les bancs de parc. C'est culturel. On est comme ça. On lit ça pour passer le temps dans une pause au travail, dans l'autobus, dans le métro. Donc, c'est pas quelque chose qui est très, très, très conséquentiel pour eux autres. L'épaisseur est-ce que c'est aussi épais au Japon qu'ici? Dans les volumes reliés, oui. Par contre, dans les volumes, de ce qu'on sort au niveau des magazines mensuels, les mangas sont prépubliés pratiquement tous. C'est rare qu'on ait un manga qui va directement à la publication complète. C'est beaucoup dans la taille on parlait des Spirou tantôt et autres, c'est beaucoup dans ces tailles-là. Comme le Shonen Jump, des magazines comme ça, le New Type. Ils sont quand même plus épais parce que c'est quand même quoi, 100-200 pages? Oui, on a un volume, puis dans un manga, on a presque 200 pages en généralement. J'ose dire, à l'époque, c'est que je faisais plus de mangas, qu'on avait plus pour notre argent dans un manga que dans un comic book, règle générale. Par contre, le manga est un style qui se fait beaucoup en noir et blanc. Très, très peu de couleurs, mais ça vient du fait qu'ils travaillent beaucoup à la plume. Les artistes japonais travaillent très peu informatiquement. Il y en a quelques-uns qui commencent à travailler avec l'informatique, mais c'est encore très traditionnel. Très peu de couleurs parce que pour eux, comme je disais, le style d'impression ne se prête pas à ça. Ils n'ont pas besoin de faire un volume relié qui va être jeté dans 10 minutes puis dans le moins cher possible. Pour le public qui vise. Puis d'ailleurs, ça peut expliquer à ce moment-là pourquoi quand tu lis ton manga, majoritairement, tes bulles de texte sont énormes, tu n'as pratiquement pas de dessin. Ils ont beaucoup puis très peu de détails sur les... c'est rare, du moins, qu'il y ait des détails sur les Américains vont avoir des gens qui vont spécialement à faire que des décors pour les comics. Ce n'est pas le cas que les Japonais. On est dans le plus simple, on est dans le mouvement, beaucoup dans le mouvement. D'ailleurs, le nom manga aussi vient un peu de mouvement. Donc... c'est rare qu'on voit un décor très, très élaboré. Il faut vraiment un artiste qui soit ailleurs dans ce monde-là pour faire ça. On reste dans le simple et efficace. Mais justement, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines que j'ai mis la main sur Attack on Titan. Parce que moi, je suis toujours à l'envers. Alors, je commence par le film, je continue par l'animé, puis je finis par le manga. Je dois être très pas occidental, mais je veux dire très, très américanisé à ce niveau-là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est... j'ai oublié ce que je voulais dire, ça va pas bien. Que t'as commencé. Que t'es à l'envers des gens. Que j'étais à l'envers des gens. Mais j'ai complètement oublié la question que j'avais à poser, désolé. Mais je vais revenir à un autre point. La différence entre le manga face à l'animé puis le manga face au cinéma. Parce que c'est de plus en plus la mode maintenant. On va adapter des versions cinématographiques face à des mangas. Ce qui est intéressant, c'est que l'animé n'est pas fini. C'est que le manga n'est pas fini. Mais le film, lui, c'est un 2 parties ou 1 partie ou 3 parties. Mais lui, il faut qu'il y ait une conclusion. Ouais. Comment il fonctionne? Est-ce qu'il invente une fin ou est-ce que l'auteur du manga dit, écoute, ça devrait finir comme ça ou est-ce qu'il décide d'aller dans une autre direction? Je prends un exemple. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, les films, mon Dieu, comment il s'appelle? Gantz. OK. Puis Gantz, c'est 2 films.
Est-ce que je me trompe? L'animé, ça fait... Ben, pas l'animé, mais le manga, ça va faire peut-être 1 an et demi, 2 ans que c'est terminé, si je me trompe pas? Depuis très longtemps. On a un cas comme ça, comme la première série de Full Metal Alchemist, qui était dans la même situation. Dragon Ball était dans la même situation. Naruto a pratiquement été dans la même situation. De là, je vous dis, l'animé, c'est pour ça qu'on appelle le phénomène des fillers, des épisodes fillers. Justement, quand ils sont trop rapides, il y a beaucoup de séries qui, au lieu de décider de conclure avec une conclusion à eux, on ne soit pas le courage ou les ventes vont être tellement bonnes qu'ils ne savent pourquoi dire non à un paquet d'argent sur la table, vont créer des épisodes sans conséquences, qu'on appelle des fillers, qui vont être soit une saga contre un méchant qui va nous paraître complètement, avec le recul, inutile, ou des petites histoires de développement de personnages qui auraient pu être passées parce que, comme je dis, mais c'est là pour justement donner du temps. Mais le créateur, est-ce que lui, il a un mot à dire là-dessus? Rarement. Des fois, oui, mais il faut que ce soit quelqu'un de vraiment ferré et solide dans le domaine. Comme on parle de Dragon Ball, Toriyama, qui est le créateur, qui est pourtant quelqu'un de... Il n'est pas un dieu du manga, mais presque. N'a pas eu grand-chose à dire quand ils ont créé Dragon Ball GT, qui était la suite de Dragon Ball Z. Il était consultant, mais... Pas plus que ça. C'est pour ça qu'il a fait Dragon Ball, qu'il y a plus il a aidé l'équipe de fans, il y a un studio qui est décidé de reprendre Dragon Ball, Dragon Ball Super, qui écrase Dragon Ball GT dans le fond, puis la vraie suite, mais avec Toriyama en arrière pour les backer, mais ça a pris des années. C'est un peu le film Dragon Ball Evolution qui a fait qu'ils sont sortis de leur mutisme un peu. Non, ça marche pas, ça. Non. OK. Mais... très rare dans le cas de Full Metal Alchemist, la première série, parce que la deuxième série est excellente, mais suit mot par mot le manga, parce que genre le manga à ce moment-là était terminé. Full Metal Alchemist, qui est un manga qui vendait beaucoup, les productions on décide de ne pas faire de filler et de créer une fin telle quelle, puis qui est très bonne d'ailleurs, qui est totalement différente de celle du manga, parce qu'ils sont allés ailleurs complètement. Mais généralement, je dirais que le créateur va servir de consultant. Est-ce qu'il va être écouté? On verra. Je me rappelle avec Gundam, que je parlais dans notre émission, où c'est que Yoshikiri Tomimo sur Double Zeta Gundam, qui était la troisième série, n'était pas dans le stade de production, mais on dû le ramener parce qu'il n'avait plus d'idée de quoi faire à partir de la même partie de la saison. Ça allait trop mal. En reste de ça, ils ont tué tout le monde. Mais ça, c'est Yoshikiri Tomimo. Mais ça explique pourquoi, parce que j'en regarde, il y a plusieurs films comme Death Note, justement, je parlais d'Attack on Titan, choses comme ça, que quand le film finit, la majorité du temps, Gantz en est un autre exemple, les gens vont bougonner sur la conclusion parce que justement, ils sont complètement allés dans une autre direction. Parce qu'ils sont en champ gauche complètement. C'est ça. Mais ils n'ont comme pas le choix parce que c'est comme... Ils font une adaptation d'une œuvre de manga, mais ils vont plus vite que ils n'ont pas le choix. Ils vont plus vite que c'est ça. Il faut que ça se fasse. Puis de toute façon, je vais le dire, comme j'ai dit pour beaucoup dans le passé, dans les émissions, pour beaucoup de films sur le comic book, c'est une adaptation. Tu peux pas rentrer 150 volumes dans un film de 2 heures. Fait qu'il faut que tu trouves une façon de compléter ça. Tu peux pas être 100% fidèle au matériel source, de toute façon, surtout pas avec des acteurs, surtout pas avec les moyens techniques. On peut pas créer, je sais pas, mettons qu'ils décideraient de faire, on va dire, quelque chose de complètement pété, là. Par exemple, Berserk fait une bataille sanglante contre 300 personnes d'un gars, puis mettre ça sur film en live action, ce serait difficile. Ça se ferait, mais on s'entend que le cinéma japonais n'a pas la même bourse que le cinéma hollywoodien, puis encore là, ce qu'Hollywood le ferait. Oh, ils vont aller voir Peter Jackson, il va nous organiser ça, c'est sûr et certain. Il va faire plein d'or en CGI, ça va bien aller. Pour terminer, quelqu'un qui voudrait commencer dans le manga, qu'est-ce qui seraient les points les plus intéressants à lire? Ce serait quoi les mangas qui seraient le fun à lire pour lui, là? Ça dépend, c'est très très vague, comme je dis, comme mouvement. Ça dépend de ce qu'il va aimer. Je dirais, si quelqu'un veut de la romance, il va falloir qu'il aille dans le shoujo. Je dirais, pour les comédies romantiques, on a Lovina que je trouve très intéressante, que j'ai très drôle. Moi, je suis pas un gars de comédie romantique, que j'ai accroché là-dessus des mois et des mois. On peut aller aussi dans le plus... encore les classiques, Dragon Ball, qui est, je pense, la bible de comment tu écris un shonen, qui est un manga pour garçons, avec des combats, tout ça. C'est Dragon Ball l'a écrit, puis tout le monde a suivi. Là. Naruto sur le même modèle. Sinon, on peut y aller avec des mangas plus historiques comme Vagabond ou Vinland Saga. Vagabond est une espèce de documentaire, pas documentaire, mais l'histoire de Musashi, qui est un grand samouraï japonais, qui a des très très beaux dessins, ou Vinland Saga, qui est un manga sur les Vikings. C'est drôle, mais oui, ils ont fait un manga sur les Vikings et la découverte du Vinland. Donc, très intéressant aussi. On peut aussi aller dans la grosse science-fiction. Il y a les Codes Geass, il y a les... Camille me montre Hellsing dans l'horreur. L'histoire de vampires, l'horreur, les vampires sont très, très, très présents au Japon, on dirait bien.
Sinon, on peut aller, c'est tellement grand. GTO, qui est un drame pour moi, que j'aime beaucoup, drame comédie, sur un ancien délinquant qui devient professeur. J'ai pratiquement tous les volumes, j'ai accroché à ça, mais qui, tu sais, DC est-ce que DC ferait ça? Est-ce que Marvel ferait ça? Image, peut-être. Image, peut-être. Parce que Image a une tendance à acheter des œuvres finies pour les mettre en comique puis les essayer. Ça, c'est quelque chose que je vais donner à McFarlane pour ça. Là, à ce niveau-là, je trouve que c'est une des compagnies les plus intéressantes pour ça. Comme dans la science-fiction, on peut aller dans Evangelion, dans Gundam. J'avais lu aussi Night of Sidonia à l'époque. On a même les policiers ou l'action avec Black Lagoon qui raconte l'histoire de pirates modernes dans les mers de Chine. Ou Gunsmith 4 au niveau du policier, qui est purement du policier, parce qu'on a deux filles qui sont des chercheuses de primes qui vont enquêter sur leur proie, entre guillemets, qui se passe à Chicago. D'ailleurs, le gars qui fait ça, c'est Ken Shinoda, qui est un tripeux de gun, parce qu'au Japon, tu peux pas avoir d'armes à feu. Mais lui, il aime tellement les fusils et les pistolets qu'il les dessine à la perfection. Okay. Puis il se fait un devoir de le faire. Mais... puis on parle encore de... Camille me montre encore quelque chose d'autre. Césaré, qui est un manga sur les Borgia. Il y a de tout pour tout le monde. Je crois qu'il s'agit un peu comme dans le comic book de trouver la filière qui nous intéresse. Est-ce qu'on veut de l'histoire? Est-ce qu'on veut de la science-fiction? Est-ce qu'on veut du cyberpunk? Gundam dans le cyberpunk, qui est le chef-d'œuvre. Est-ce qu'on veut des trucs plus girly? Sailor Moon est parfait. Pour ce qui est de Magical Princess, n'importe quelle petite fille qui se respecte ne peut pas aimer Sailor Moon. Il y a plein de gars qui aiment Sailor Moon de toute façon. Dragon Ball, comme je dis, les classiques, Dragon Ball, Naruto, Kenshin, Attack on Titan, les classiques modernes, on va dire entre guillemets, parce que c'est dur de passer à côté dernièrement. Attack on Titan, c'est rendu un phénomène culte. Oui, surtout qu'avec là, ils continuent à faire des animés. Passo Lita aussi, qui est intéressant dans le shonen, ou encore Death Note, qui est un phénomène culturel qui s'en vient sur Netflix d'ailleurs éventuellement. Puis, probablement même de l'avoir écouté quand vous écoutez ça. Si je me trompe pas, je pense que Death Note, même, ils viennent de refaire un nouveau film. Oui. Ça continue, il recommence. C'est un étrange recommence parce que c'est une vache à lait. Oui, puis il avait fait une série télé, je pense, l'année dernière, ou il y a 2 ans, gros max, là. Fait que, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'on pourrait dire... Puis, on finit avec ça. Est-ce qu'on pourrait dire que le manga au Japon est plus populaire que la littérature? Je dirais plus accessible, possiblement. Plus populaire, je pourrais pas le dire. Par contre... parce qu'on se le cache pas, là. On est dans une... On pourrait dire dans une génération où la lecture, les gens achètent un livre à la librairie, c'est de moins en moins parce que tout est sur Internet maintenant. Puis habituellement, si on n'a pas un écran devant nous, c'est pas lisible. Mais je me demandais, est-ce que le manga au Japon ne devient pas parce que tantôt tu parlais, ils ont fait un manga sur les Vikings. Ils ont de l'air à faire des choses historiques. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ne servent pas de ça comme médium? Donc, à ce moment-là, est-ce que ça ne devient pas un médium plus intéressant ou plus accessible, comme tu disais tantôt, que la littérature est donc plus populaire que la littérature? Ils s'en servent déjà dans les écoles. Oui, Camille me pose la question, est-ce que les mangas sur tablette, au Japon, pas tellement. Bizarrement, au Japon, ce qui est drôle, c'est que le téléphone intelligent n'est pas devenu quelque chose de populaire avant dernièrement. Il était encore sur vieux Sony à petit écran flip pendant longtemps parce que ça les intéressait simplement pas, probablement à cause de la langue japonaise qui a trop de caractères de toute façon. Mais tu peux dire que oui, la littérature au Japon, je dirais pas qu'elle prend le bord. C'est sûr que le manga est beaucoup plus accessible. Les gens vont tendance à acheter ça parce que c'est pas cher, c'est rapide, c'est accessible, tu peux lire rapidement. Mais comme je disais, Vagabond, par exemple, qui est une histoire de Musashi, tu peux lire un livre d'histoire rapidement en BD. Qui va être très proche de la réalité de ce qui s'est passé. Romancer un peu. Un roman est romancé. Non, c'est sûr. Par définition, tu n'étais pas là. Donc, oui, ça, c'est plus accessible, probablement plus populaire, parce que c'est justement, c'est comme du McDonald's, la littérature. C'est que tu achètes et tu consommes. Même si c'est des œuvres très intéressantes, mais on se dit pareil, c'est fait pour être consommé rapidement. Pas cher, rapide. Ben, Julien, merci. Ben, merci à vous. Alors, ce qu'on va faire, de toute façon, on va s'en reparler d'autres mangas, des titres, mais là, on va toucher à des points plus spécifiques. Et on va faire aussi la même chose du côté de l'animé. Fait que ça va être l'avantage de Julien. Il connaît tout ça, alors il va pouvoir nous démêler tout ça avec grand plaisir. Julien, encore une fois, un gros merci. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions.
De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.